Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs des provinces, à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous fais une synthèse de mon discours que je verse en annexe du rapport. Comme ça, on va pouvoir gagner du temps, si vous le permettez. C'est avec un profond sens de responsabilité et d'engagement que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de la 13e session de la conférence des gouverneurs de province. Cette rencontre s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, celle de la revanche du sol sur le sous-sol, une vision ambitieuse qui vise à transformer durablement notre économie. La République démocratique du Congo dispose d'atouts exceptionnels. Plus de 80 millions d'hectares de terres arables, un potentiel hydrique immense et une richesse naturelle unique. Et pourtant, nous continuons à importer pour près de 3 milliards de dollars de denrées alimentaires chaque année. Ce paradoxe n'est plus acceptable. Il nous oblige à repenser notre modèle de développement et à agir avec détermination. Les états de lieu présentés par les gouverneurs mettent en lumière des défis multidimensionnels, politiques, sécuritaires, économiques et sociaux. Sur le plan institutionnel, la stabilité des provinces demeure une condition essentielle au développement. Aucune transformation durable ne peut s'opérer dans un climat d'instabilité. Sur le plan sécuritaire, la situation dans l'est du pays reste extrêmement préoccupante. La RDC fait face à une agression persistante menée par le Rwanda à travers ses forces et ses supplétifs du mouvement AFC M23. Cette agression constitue une atteinte grave à notre souveraineté et à notre intégrité territoriale. Elle entraîne des conséquences lourdes, déplacements massifs de population, crise humanitaire et déstabilisation des institutions locales. Face à cette situation, ainsi qu'à la présence de groupes armés tels que les ADF NALU, qui commettent d'importantes exactions sur les populations environnantes, la réponse du gouvernement s'articule autour de 3 axes stratégiques. Premièrement, la concertation nationale et territoriale afin de renforcer la cohésion et impliquer les populations. Deuxièmement, la mobilisation des financements efficaces pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. Troisièmement, la réforme de la gouvernance sécuritaire pour améliorer coordination et anticipation. Sur le plan économique, les provinces expriment des besoins légitimes en ressources. Des progrès ont été réalisés, mais les défis de décaissement persistent. La Caisse nationale de péréquation doit être pleinement opérationnelle afin de réduire les inégalités. À cet effet, un atelier est prévu dans les prochaines semaines afin de proposer des solutions idoines. Dans le secteur agricole, 5 défis majeurs doivent être relevés. Il s'agit du financement, de la gouvernance, des infrastructures, des chaînes de valeur et du changement climatique. Le gouvernement agit à travers le Fonds national de développement agricole à opérationnaliser dans les prochains jours, l'INERA, les CAPSA et le SENACEM pour structurer le secteur. Des tracteurs et des semences ont déjà été distribués par le gouvernement central à toutes les provinces, hormis le Lualaba et le Haut-Katanga, où ça leur parviendra dans les prochaines semaines. Sur le plan social, les attentes des populations restent fortes. La gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle et le programme de développement local des 145 territoires témoignent des efforts engagés. Le programme du PDL 145 territoires constitue une avancée majeure pour réduire les inégalités territoriales. Un travail est en cours avec les agences d'exécution pour achever le premier volet. Sur le plan des infrastructures, il convient de souligner l'appui du gouvernement central dans la réhabilitation d'un certain nombre de routes nationales ainsi que de voiries urbaines dans différentes provinces. Il en va de même pour l'électrification dans certaines zones ou territoires. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo
se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire. Nous avons les ressources, la vision et les instruments nécessaires. Ce qui est attendu de nous, c'est l'action, une action cohérente, disciplinée et collective. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent nos 26 provinces. Je vous remercie. Le protocole invite Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et rapporteur de la conférence à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de tous mes hommages, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs, il m'a été demandé de faire lecture du compte-rendu public de la 13e conférence des gouverneurs. Il s'est tenu en date du 24 au 27 mars 2026 dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, la 13e session de la conférence des gouverneurs de province sous la présidence de Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la dite conférence, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette conférence a été convoquée par l'ordonnance présidentielle numéro 25/284 du 8 novembre 2025 portant convocation de la 13e session de la conférence des gouverneurs de province. C'est conformément aux dispositions de l'article 200 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, et à l'article 10 de la loi organique numéro 8/015 du 7 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province que ces assises ont eu lieu. À cette session, et ce, depuis les deux précédentes, les présidents des assemblées provinciales ont été invités et ont été effectivement présents. Il est à signaler aussi que tous les ministres provinciaux de nos 26 provinces ayant en charge l'agriculture, la pêche, l'élevage et le développement rural ont également été invités à participer à cette 13e session de la conférence des gouverneurs de province. Le thème qui a été développé s'intitule « Transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion au marché urbain ». Ont pris part à cette session Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et président de la conférence, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat, l'honorable Aimé Boji Sangara, président de l'Assemblée nationale, Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre et chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs, Son Excellence Chabani Luko Obiango Jacquemin, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières et rapporteur de la conférence. 6 membres du gouvernement, je vais me réserver de citer tous les noms pour nous permettre de gagner du temps, qui ont été panélistes, et un certain nombre de membres du gouvernement et de distingués invités aussi, qui ont participé à tous ces travaux, et les 26 gouverneurs de province, tous présents, sauf celui de la province de l'Ituri qui a été représenté par son directeur de cabinet. Donc, les mandats ont été valablement validés et les provinces valablement représentées. Les activités de cette session ont commencé par le mot d'accueil de M.
Akamituna Ndolo Philippe, gouverneur de la province du Kwilu. Ce mot de bienvenue de Monsieur le gouverneur de la province du Kwilu a été suivi par le mémorandum des gouverneurs de province lu par le gouverneur de la province du Sud Kivu, à travers lequel l'ensemble des gouverneurs de province ont réaffirmé leur loyauté institutionnelle et leur engagement constant à accompagner le président de la République dans la défense de l'intégrité territoriale, la consolidation de la paix et le développement équilibré de notre pays. Les gouverneurs de province ont, par ce mémorandum, respectueusement attiré l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur certaines préoccupations majeures. Après ce mémorandum des gouverneurs de province, il s'en est suivi la motion de soutien au Président de la République, chef de l'État et Président de la Conférence des gouverneurs de province. Motion qui a été lue par Madame la gouverneure de la province du Lualaba. Juste après la motion du collectif des gouverneurs est intervenu le discours d'ouverture et d'orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la Conférence des gouverneurs de province. Après le discours d'ouverture et validation des mandats, les points suivants ont été retenus à l'unanimité pour constituer le programme des travaux de cette 13e session de la Conférence des gouverneurs de province, à savoir, premier point, validation des mandats des 26 gouverneurs de province. Deuxième point, lecture du rapport d'évaluation du niveau d'exécution des recommandations de la 12e session de la conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi du 10 au 13 juin 2025 à Kolwezi. Troisième point, présentation des exposés subdivisés en 8 panels. Quatrième point, travaux en commission. Cinquième point, présentation des états des lieux des 26 provinces. Septième point, intervention de Madame la Première ministre, chef du gouvernement et vice-présidente de la conférence des gouverneurs. Et huitième point, compte rendu public. Neuvième point, discours de clôture de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La validation des mandats s'est tenue comme il se doit. Le deuxième point a concerné le rapport d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province tenue du 10 au 13 juin à Kolwezi. Il convient de noter que la 12e session de la conférence des gouverneurs de province tenue du 10 au 13 juin 2025 à Kolwezi avait permis d'adopter un total de 55 recommandations. Il a été signalé qu'il y a eu 3 ateliers d'évaluation du niveau de mise en œuvre qui se sont tenus à Kinshasa, respectivement en date du 25 au 27 novembre 2025, du 18 au 20 février 2026 et du 18 au 19 mars 2026 toujours, afin d'établir l'état réel d'avancement d'avancement de la mise en œuvre des résolutions, et le résultat est le suivant. Recommandations totalement exécutées, 5, soit 9%. Recommandations en cours d'exécution, 36, soit 65%. Il convient de signaler que toutes ces recommandations qui connaissent déjà un début d'exécution, plusieurs présentent également un niveau d'avancement compris généralement entre 50 et 90%. Recommandations non exécutées, 13, soit 24%. Recommandations devenues caduques, une seule, soit 2%. Il est apparu, au regard du niveau réel d'exécution, qu'il y a un taux global d'exécution estimé à 74%, ce qui signifie que la grande majorité des recommandations a été effectivement engagée, même si plusieurs d'entre elles relèvent de projets structurants à caractère pluriannuel dont la mise en œuvre se poursuit jusqu'au-delà de l'an 2026. Ainsi, il a été noté des principales avancées dans plusieurs secteurs prioritaires, dont le secteur de la gouvernance politique et administrative,
le secteur socio-économique et financier, le secteur de la santé et le secteur des infrastructures et reconstruction. En ce qui concerne les contraintes rencontrées, malgré ces progrès, la mise en œuvre des recommandations a été confrontée à plusieurs contraintes, dont notamment contraintes financières liées au retard de décaissement et à l'insuffisance des crédits d'investissement, contraintes sécuritaires, notamment dans les zones de l'Est de la République, contraintes administratives liées aux procédures de passation de marché qui sont généralement longues, contraintes techniques, notamment l'insuffisance des brigades techniques et entreprises qualifiées pour certains projets. Quelques perspectives ont été identifiées. Afin d'améliorer davantage le niveau d'exécution, il a été recommandé de renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation des recommandations, d'améliorer la mobilisation et la prévisibilité des financements, impliquer davantage les gouverneurs dans la mise en œuvre des projets structurants, notamment le programme de développement local de 145 territoires. Au troisième point, exposé des panels, à l'étape des exposés en panel, diverses thématiques ont été développées. Ces thématiques, reparties en 8 panels, ont porté sur la gouvernance du secteur agropastoral, halieutique et du développement rural. Il s'est agi d'examiner comment renforcer le financement du secteur agricole et rural, comment faciliter l'accès au marché urbain, comment améliorer les infrastructures et encourager les chaînes de valeur porteuses. L'examen a également porté sur les facteurs transversaux, la gestion des défis environnementaux pour intensifier et diversifier les élevages et arriver à transformer le secteur primaire. Troisième point, présentation des états des lieux des 26 provinces. Sur ce chapitre, l'occasion a été donnée à chaque gouverneur de province de présenter au chef de l'État un bref état des lieux de sa province et il est apparu qu'il y a des problèmes communs à toutes les provinces et des problèmes spécifiques à certaines provinces. De l'ensemble de ces problèmes, les gouverneurs ont formulé à travers les 4 commissions avec des recommandations formulées comme ceci. Les recommandations viendront après, mais les travaux en commission se sont déroulés aussi comme ceci. 4 commissions ont été constituées conformément à l'article 9 de la loi organique de la loi organique 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province et de l'article 12 du règlement intérieur de la conférence des gouverneurs de province. Il a été mis en place la commission politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle. Cette commission a formulé les recommandations suivantes. 1. Obtenir un moratoire sur les motions de défiance contre les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les membres des bureaux des assemblées provinciales, sauf en cas d'un rapport de contrôle suffisamment motivé de l'IGF, de la Cour des comptes, des cours et tribunaux, de l'inspection générale de la territoriale, en vue de garantir la stabilité des institutions provinciales. 2. Garantir les sessions de formation continue des acteurs en province. 3. Mettre fin aux ingérences politiques dans la gestion de la province. 4. Renforcer les dispositifs de surveillance et de défense aux frontières. 5. Renforcer et opérationnaliser le programme national de lutte contre la circulation des armes légères et de petit calibre. 6. Opérationnaliser le PDDRCS et la RAD. 7. Organiser les opérations militaires conjointes dans les provinces du Haut-Katanga, du Tanganyika, du Haut-Lomami, du Nord-Kivu, de l'Ituri, du Haut-Ouélé et de la Tchopo. 8. Renforcer et étendre le service national pour une meilleure prise en charge des jeunes désœuvrés. 9. Renforcer les effectifs de la police nationale congolaise et les équiper.
10. Opérationnaliser les écoles nationales de la police à travers les provinces. 11. Régulariser la situation administrative des autorités coutumières. Et enfin, 12. Prendre en charge les populations déplacées et créer un environnement protecteur dans leur milieu d'origine pour leur retour volontaire. Il a été créé aussi la Commission socio-économique et financière. Elle a formulé les recommandations suivantes. 1. Payer les salaires aux gouverneurs, vice-gouverneurs, maires de ville et leurs adjoints, administrateurs du territoire et leurs adjoints, les chefs de secteur, les bourgmestres et leurs adjoints, en leur qualité de représentants du gouvernement central dans leurs entités respectives. 2. Assurer la régularité de paiement des frais de fonctionnement pour des exécutifs provinciaux et les ETD, ainsi que la dotation pour les assemblées provinciales en activant l'ordre de paiement permanent d'un montant de l'ordre de 1,5 milliard de francs congolais par la Banque centrale au titre d'avance sur les frais de fonctionnement, comme décidé à la première session tenue à Kisangani. 3. Élargir l'assiette de la délivrance des permis de construction aux provinces, quel que soit le niveau, et leur céder la taxe sur les constructions des stations-service. 4. Poursuivre le paiement des frais d'installation des exécutifs provinciaux. 5. Élaborer un plan de contingence par province à financer par le gouvernement central. 6. Doter les provinces des machines et entrants agricoles pour booster la production locale afin de lutter contre l'insécurité alimentaire en impliquant les gouverneurs de province dans leur distribution ainsi que l'identification des besoins. 7. Allocation de 15% du budget provincial à la santé, dont 5% seront affectés à la lutte contre le VIH-Sida pédiatrique. 8. Disponibiliser les moyens nécessaires au profit de la Caisse nationale de péréquation pour financer les projets d'investissement des provinces. 9. Impliquer les gouverneurs de province dans le processus de conception et mise en œuvre des projets d'investissement au niveau de la Caisse nationale de péréquation. 10. Doter la CENI de moyens financiers nécessaires pour parachever le processus électoral. 11. Doter des moyens conséquents aux services déconcentrés. 12. Payer régulièrement les émoluments des députés provinciaux et les frais de fonctionnement des assemblées provinciales. Et enfin 13. Appuyer la démarche soutenue par la primature et conduite par le ministère des Finances pour la tenue de l'atelier de haut niveau sur la problématique de la mise en œuvre effective de la péréquation en République démocratique du Congo. Impliquer la CADECO, institution bancaire publique, dans l'accompagnement financier des provinces, vu son implantation à travers toute la République. Il a été créé aussi la Commission de la reconstruction et infrastructure qui a présenté 21 recommandations. Je vais en lire une dizaine. La première, réaménagement au moins de 100 km de routes rurales dans chaque province. 2. Construire ou réhabiliter et équiper des CAPS en voie de spoliation dans toutes les provinces. 3. Accélérer la réhabilitation et construction des aéroports de Beni, Gemena, Lissala, Chikapa et Lodja. 4. Construire et ou aménager au moins 2 aérodromes à vocation rurale dans les 26 provinces. 5. Bitumer au moins 100 km de routes nationales par province pour améliorer la connectivité entre les provinces nationales, entre les routes nationales et les routes rurales. 6. Mener les travaux de lutte anti-érosif dans les villes et territoires touchés. 7. Doter chaque direction provinciale de l'OVDA, de l'Office de route et de l'OVD de 3 brigades complètes. 8. Finaliser la réhabilitation des centrales hydroélectriques de Katende
Kilubi, Abbas Kamina, Chopo, Mobaïmbongo et Bendera. 9. Construire et développer les centrales photovoltaïques dans les nouvelles provinces. 10. Lancer les études de faisabilité pour la construction des microcentrales hydroélectriques dans les nouvelles provinces. Je passe à la 4e commission qui a été créée, la commission agricole, pastorale, halieutique et développement rural. Elle a des recommandations transversales. Une recommandation transversale, rajeunir le personnel de l'administration en général et particulièrement au secteur de l'agriculture, pêche et élevage. Sur le plan agricole, elle a donné 10 recommandations. La première, c'est promouvoir une mécanisation agricole adaptée aux réalités locales, de faciliter l'accès aux entrants de qualité et en renforçant la capacité de l'INERA et du CAPSA. 3. Mettre en place des fonds nationaux du financement agricole. 4. Réhabiliter les routes de desserte agricole pour désenclaver les zones rurales. 5. Développer l'hydraulique agricole. 6. Installer des unités d'agro-industrie en milieu rural. 7. Encourager la création de coopératives agricoles. 8. Créer des sociétés agricoles provinciales de portefeuille. 9. Délimiter et opérationnaliser des zones agricoles dans chaque province. 10. Construire et ou réhabiliter un centre sémencier dans chaque province. Pour le secteur halieutique, 7 recommandations. La première, appuyer les pêcheurs en équipement moderne. La deuxième, promouvoir la pisciculture et l'aquaculture. La troisième, mettre en place des chaînes de froid. 4. Installer et équiper les centres d'alvinage dans chaque province. 5. Développer la transformation locale du poisson. 6. Renforcer la réglementation du secteur. Et enfin, structurer les acteurs en coopérative. Sur le secteur pastoral, 9 recommandations. La première, organiser et sécuriser l'espace pastoral. 2. Promouvoir l'élevage semi-intensif et intensif. 3. Développer les infrastructures de production et de transformation. 4. Renforcer les normes sanitaires et la surveillance vétérinaire. 5. Améliorer l'accès au marché urbain. 6. Identifier et cantonner les éleveurs nomades. 7. Encourager la structuration en coopérative. 8. Sécuriser les zones de pêche par le balisage des frontières liquides. Et enfin 9. Construire et ou réhabiliter les complexes vétérinaires dans chaque province. Sur le plan foncier, il y a 4 recommandations. La première, c'est sécuriser l'accès à la terre pour les investissements agricoles. La deuxième, digitaliser la gestion foncière. La troisième, planifier l'aménagement du territoire. Et enfin, la quatrième, valoriser les titres fonciers comme garantie financière. Sur le plan du développement rural, nous avons 5 recommandations. La première, réhabiliter les axes routiers stratégiques. La deuxième, soutenir les PME rurales et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. La troisième, renforcer la coopération interprovinciale. La quatrième, développer l'accès à l'eau potable. Et enfin, organiser des foires agricoles et halieutique. Pour terminer, les conférenciers remercient et félicitent son Excellence le Président de la République, chef de l'État, pour la tenue à Bandundu, dans la province du Kwilu, de cette conférence élargie aux présidents des assemblées provinciales et à tous les ministres provinciaux de nos 26 provinces ayant en charge l'agriculture, la pêche, l'élevage et le développement rural. Fait à Bandundu le 27 mars 2026, Chabani Luko Biango, rapporteur de la conférence.
Je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président de la Conférence des gouverneurs de province, à prononcer son discours. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, au terme des travaux de la 13e session de la Conférence des gouverneurs de province, je voudrais, avant toute chose, saluer la qualité des échanges que nous avons eus, la franchise qui a marqué nos débats, ainsi que le sens de responsabilité dont chacun a su faire preuve. Je tiens également à exprimer une nouvelle fois ma profonde gratitude à la population de Bandundu-Ville et de Kikwit, ainsi qu'à l'ensemble du peuple du Kwilu pour l'accueil chaleureux et mémorable qui nous a été réservé. En choisissant de tenir cette session ici, au cœur d'une province au potentiel immense, nous avons voulu faire plus qu'honorer une exigence institutionnelle. Nous avons voulu placer notre réflexion au plus près du terrain, au contact des réalités, des attentes et des promesses de nos territoires. En ouvrant ces assises, j'avais souhaité qu'elles soient un moment de vérité, de responsabilité et d'engagement collectif. Je puis dire, en les clôturant, que cette exigence a été pleinement rencontrée. Nos travaux ont mis en lumière une évidence. La transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral ne saurait être regardée comme une simple politique sectorielle parmi tant d'autres. Elle touche à l'essentiel: la sécurité alimentaire, l'emploi des jeunes, le pouvoir d'achat des ménages, l'équilibre entre villes et campagnes, et au-delà, la souveraineté même de la République. Cette exigence est d'autant plus pressante que la République démocratique du Congo demeure confrontée à une insécurité alimentaire de grande ampleur. Des dizaines de millions de nos compatriotes en subissent encore les effets, et les projections font état de 26,6 millions de personnes en situation de crise ou d'urgence alimentaire au début de l'année 2026. Une telle réalité nous oblige à agir vite, à mieux nous coordonner et à produire davantage avec méthode, constance et responsabilité. Distingués participants, Mesdames et Messieurs, en marge de cette session de la Conférence des gouverneurs, j'ai, à travers mon itinérance dans le Kwilu, pu me rendre compte, une fois de plus, de l'étendue des potentialités agricoles, économiques et énergétiques de cette province. Mais j'ai également identifié les blocages qui freinent son plein essor, notamment l'insuffisance des infrastructures, les difficultés de desserte, la faible fluidité des échanges, la sous-valorisation du potentiel énergétique et plus largement l'ensemble des contraintes qui empêchent encore le Grand Bandundu de jouer pleinement son rôle dans l'approvisionnement de Kinshasa et dans la dynamique économique nationale. Ce constat vaut autant pour le Kwilu que pour nombre de nos provinces, sinon pour l'ensemble de notre pays. C'est pourquoi les solutions que nous préconisons ici
ne doivent pas être regardées comme des mesures limitées à une seule province. Elles ont vocation à inspirer, avec les adaptations nécessaires, une approche plus large, appelée à être étendue à toutes les provinces présentant des potentialités comparables et confrontées à des contraintes analogues. À cet égard, les priorités identifiées pour le Kwilu revêtent une portée exemplaire. Et je veux aujourd'hui en réaffirmer avec clarté toute la portée stratégique. La première priorité est la relance de la production agricole dans le Kwilu et plus largement dans l'ensemble du Grand Bandundu. Cette région dispose de terres arables abondantes, d'une vocation nourricière évidente et d'une proximité stratégique avec Kinshasa. Elle peut et elle doit redevenir un bassin majeur de production vivrière, de transformation locale et de création de richesses. Mais une telle ambition ne se réalisera pas par de simples déclarations. Elle suppose des investissements utiles, des intrants accessibles, un accompagnement technique des producteurs, une meilleure organisation des coopératives, des mécanismes efficaces de collecte et d'évacuation, ainsi qu'une véritable logique de chaîne de valeur depuis le champ jusqu'au marché. Mais produire davantage sans pouvoir évacuer, c'est décourager. Produire sans transformer, c'est appauvrir. Produire sans relier les bassins de production au marché, c'est laisser mourir la valeur même avant même qu'elle n'ait été créée. C'est pourquoi la réhabilitation des infrastructures de connectivité revêt ici une importance décisive. Elle concerne au premier chef les infrastructures routières stratégiques, notamment la route nationale numéro 17 sur l'axe Mongata-Bandundu. Cet axe n'est pas une route parmi d'autres. Il constitue un corridor vital dans la capitale et l'espace du Grand Bandundu. Son état d'impraticabilité affecte directement l'évacuation des produits agricoles, la circulation des biens et des personnes, ainsi que le développement des échanges économiques entre les provinces. En outre, cet effort de réhabilitation doit également intégrer les infrastructures fluviales et portuaires, en particulier le port de Bandundu, dont l'exploitation connaît aujourd'hui un ralentissement préoccupant. Le manque d'équipements portuaires fonctionnels, l'indisponibilité ou la vétusté de certains matériels de manutention, notamment les grues, réduisent fortement les capacités de chargement et de déchargement des marchandises. À cela s'ajoute la dégradation avancée de plusieurs infrastructures essentielles, notamment les bâtiments portuaires dans un état de délabrement prononcé, ainsi que les quais profondément détériorés au point de poser de réels problèmes de sécurité et de limiter l'accueil optimal des embarcations. Dans une province comme le Kwilu, appelée à jouer un rôle accru dans la relance de la production agricole et dans l'approvisionnement des grands centres urbains, une telle situation ne peut perdurer. La modernisation des infrastructures routières et portuaires doit donc être envisagée de manière complémentaire dans une même logique de désenclavement, de fluidification des échanges et de soutien à la production. J'instruis en conséquence le gouvernement d'engager avec diligence les actions requises en vue de la réhabilitation de la route numéro 17, particulièrement sur le tronçon Mongata-Bandundu, ainsi que la remise à niveau du port de Bandundu et de ses équipements essentiels. J'enjoins également les services compétents
à identifier de manière progressive mais résolue les autres infrastructures prioritaires de la région, notamment les routes de desserte agricole, afin de mieux relier les bassins de production aux marchés de consommation et de transformation. Mesdames et messieurs, nous devons aller encore plus loin. La question n'est pas seulement de relier Bandundu à Mongata, la question est de mieux relier les provinces entre elles. La question est de rendre possible une économie intérieure plus fluide, plus cohérente et plus intégrée. D'où la troisième priorité, qui est la promotion du commerce interprovincial et la dynamisation de l'économie locale. Nous ne pouvons plus nous satisfaire d'un pays vaste dans sa géographie, mais fragmenté dans son économie. Il ne suffit pas de relier les territoires à la capitale. Il faut aussi relier les provinces entre elles. Le commerce interprovincial doit être libéré des lenteurs administratives, des ruptures logistiques, des barrières indues, des tracasseries, des prélèvements illégaux et de la multiplication de taxes qui découragent les producteurs et étouffent l'initiative. À l'heure où la ZLECAf nous invite à renforcer les échanges intra-africains et les chaînes de valeur régionales, nous devons d'abord commencer par fluidifier notre propre marché intérieur. Il n'y aura pas d'intégration africaine forte sans intégration économique nationale crédible. La quatrième priorité est la valorisation du potentiel énergétique. L'énergie est la condition silencieuse mais décisive de toute transformation économique sérieuse. Une énergie fiable et accessible est indispensable à l'industrialisation locale, à l'essor de l'agro-industrie, à l'installation d'unités de transformation et à l'attraction des investissements productifs. Là où l'énergie fait défaut, la production plafonne et l'investissement hésite. Là où elle devient disponible, c'est toute la chaîne de valeur qui commence à se structurer. À cet égard, la mise en service historique du barrage de Kakobola représente une opportunité stratégique pour le Kwilu et pour toute la région. Il doit être considéré non comme un projet isolé, mais comme un levier structurant pour l'agro-industrie, la transformation locale, la création d'emplois et l'attraction d'investissements productifs dans le Kwilu et au-delà. J'instruis de ce fait le gouvernement central, en collaboration avec les autorités provinciales, de prendre les mesures nécessaires pour accélérer la valorisation de ce potentiel, en examiner les modalités optimales de développement et mettre en place les conditions favorables à l'investissement dans les secteurs productifs. Ce que nous engageons pour le Kwilu doit ainsi préfigurer une méthode de transformation applicable à toutes les autres provinces. Partir des potentialités réelles, lever les blocages structurels, investir dans les infrastructures, fluidifier les échanges, sécuriser l'énergie et organiser l'action publique autour des résultats tangibles. C'est à cette condition que nos provinces deviendront partout sur le territoire national de véritables pôles de production, de croissance et de prospérité. Distingués participants, mesdames et messieurs, la transformation de nos provinces ne dépend pas seulement des moyens financiers, des routes ou de l'énergie. Elle dépend aussi, et peut-être d'abord, de la qualité de notre gouvernance. Je l'ai affirmé à l'ouverture de cette session. Je le réaffirme à la clôture. La stabilité institutionnelle dans les provinces est une condition du développement. Là où les conflits entre les exécutifs provinciaux et assemblées provinciales se multiplient, là où les rivalités de personnes prennent le pas sur le sens de l'État, là où les mécanismes de contrôle
sont détournés à des fins de pression, de blocage ou de marchandage, l'action publique s'affaiblit, l'investissement recule et les populations attendent en vain les résultats qui leur ont été promis. C'est pourquoi j'en appelle une fois de plus à la responsabilité politique de tous. Ce dont nos provinces ont besoin, ce ne sont ni des institutions rivales, ni des institutions paralysées. Ce dont elles ont besoin, ce sont des institutions solides, résilientes, qui coopèrent et qui gardent en toutes circonstances le souci supérieur de l'intérêt général et du bien-être des populations. Madame et Messieurs les gouverneurs de province, j'ai suivi avec une grande attention vos différentes adresses et je tiens à vous assurer qu'elles ont retenu toute mon attention. Les préoccupations et attentes et propositions qui y ont été exprimées traduisent à la fois la gravité des défis auxquels nos provinces sont confrontées et la volonté partagée d'y apporter des réponses appropriées. Je demande à Madame la Première ministre, vice-présidente de la Conférence des gouverneurs, de prendre en charge avec diligence les doléances formulées et de s'employer à la recherche de solutions possibles dans le respect de la loi et au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Comme vous l'avez justement rappelé, dans notre pays, la production vivrière repose principalement sur les paysans et les coopératives. Ce sont eux qui, chaque jour, portent l'effort nourricier national. À ce titre, ils doivent être placés au cœur de notre action politique. J'attends donc du gouvernement qu'il renforce l'organisation des exploitants, qu'il structure et accompagne davantage les coopératives, qu'il améliore l'accès aux intrants, aux technologies et aux marchés, et qu'il veille à une meilleure sécurisation du foncier agricole. J'invite également les provinces à prendre des mesures concrètes et adaptées à leurs réalités respectives, notamment par la délimitation claire des terres afin de prévenir les conflits, la mise en place progressive de cadastres agricoles, l'organisation rationnelle des zones de production en fonction des caractéristiques des sols, ainsi que le renforcement de l'encadrement et de l'appui technique aux producteurs. La question du financement du secteur agricole a, elle aussi, retenu toute mon attention. Les ressources existent, tant au niveau national qu'auprès des partenaires techniques et financiers. Mais leur impact demeure encore en deçà des attentes en raison de leur dispersion, d'un déficit de coordination et de certaines contraintes institutionnelles qu'il nous revient désormais de corriger avec lucidité et détermination. J'engage à cet effet le gouvernement à poursuivre la réforme du cadre légal afin de lever les obstacles qui freinent encore l'investissement privé, à finaliser l'opérationnalisation effective du Fonds national de développement agricole en tant qu'outil dédié à la maturation et au financement de projets agricoles bancables et à assurer une rétrocession régulière des ressources aux provinces afin de leur permettre de mettre en œuvre avec plus d'efficacité leurs programmes agricoles. Je veux enfin insister sur un point essentiel. Les recommandations issues de cette 13e session de conférence des gouverneurs de province ne sauraient demeurer dans les comptes rendus ni s'épuiser dans les intentions. Elles doivent être suivies des faits. J'attends donc du gouvernement qu'il en assure le traitement diligent, qu'il en décline les suites opérationnelles avec méthode et responsabilité et qu'il me présente, dans les délais appropriés, un plan clair de mise en œuvre
portant notamment sur les infrastructures prioritaires, la relance de la production agricole et la fluidification des échanges interprovinciaux. J'attends également que les suites de cette conférence permettent l'organisation rapide de l'atelier de haut niveau sur la gouvernance du secteur agricole afin de mieux articuler les interventions, de clarifier les responsabilités, d'améliorer le climat des affaires et de doter notre pays d'un cadre plus robuste de pilotage de la transformation agricole. Telle est, au fond, l'ambition qui doit nous guider. Bâtir une république dans laquelle l'agriculture, l'énergie, les routes, le commerce et la gouvernance ne soient plus des promesses éparses, mais les piliers convergents d'une même transformation nationale. Car en définitive, relancer l'agriculture, réhabiliter les routes, fluidifier les échanges, valoriser l'énergie et stabiliser les institutions, ce n'est pas juxtaposer la politique publique. C'est bâtir la souveraineté concrète de la nation. C'est rendre à nos provinces leur vocation productive, c'est redonner de l'espérance au monde rural, c'est renforcer l'unité nationale par les résultats, c'est donner un contenu réel à la décentralisation, c'est restaurer l'autorité utile de l'État, c'est préparer par le travail et par l'ordre un Congo plus fort, plus cohérent et plus prospère. C'est sur cette conviction que je déclare clos les travaux de la 13e session de la Conférence des gouverneurs de province. J'annonce par ailleurs que la 14e session se tiendra à Matadi, dans la province du Congo central, au mois de décembre 2026. La 15e session, quant à elle, aura lieu dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, ainsi prend fin la 13e session de la Conférence des gouverneurs de province. Hymne national. Oui, le président de la République a clôturé en annonçant que les 2 prochaines sessions se seront
à Matadi au mois de décembre 2026 et à Kananga à une date qui sera fixée en 2027. Edi Chala. Voilà, donc le président de la République a clôturé cette session, je vous l'ai dit. Plusieurs recommandations ont été formulées. Celle de la 12e, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a donné le niveau d'exécution de chaque recommandation dans ses provinces, dans son compte rendu public, 25% pour les recommandations totalement exécutées et puis une trentaine de recommandations sont en cours d'exécution, ce qui fait environ 60%, et puis une recommandation non exécutée, soit 2%. Et tous les détails ont été donnés et plusieurs recommandations ont été faites pour cette nouvelle session avec un accent particulier et sur l'agriculture, le développement rural, mais aussi et surtout les ressources halieutiques dans nos provinces. Le président a parlé de la province du Kwilu qui doit rester une province nourricière, pas seulement de Kinshasa, mais surtout, et le président de la République a parlé de l'intégration de l'économie nationale. Il faudrait relier les provinces entre elles pour que l'activité provinciale trouve du répondant dans l'exercice régulier des échanges entre personnes, mais aussi entre territoires et pourquoi pas entre les provinces de la République démocratique du Congo. Le président a demandé expressément au gouvernement d'agir pour que la route nationale numéro 17 soit finalisée par le gouvernement, soit financée et pour que la fluidité soit en réalité. Alors que nous terminons, on a parlé des ministres provinciaux en charge de l'agriculture. Nous avons le ministre provincial en charge de l'agriculture du Haut-Tuélé qui est avec nous ici alors que nous allons terminer cette session. Monsieur le ministre, vous avez suivi les recommandations de cette session, mais aussi les décisions prises par le président de la République. Comment dans le Haut-Tuélé vous accueillez ces échanges et ces décisions? D'abord, nous disons les thèmes tels que choisis par le président de la République pour cette 13e session de conférence.